sans nous sous nous. On s'en besoin, mettez la route, arrêtez le chemin. On allait, vacciner, après manger. Pas malade, souvent pour nous, mettez sans nous sous nous. On s'en besoin, mettez la route, arrêtez le chemin. On allait, vacciner, après manger. Après le chien, t'as fini au prochain. C'est pour le travail, pour le pays à Capel. Vaccine bondé, on allait, c'est nous le rêver. C'est pour le travail, pour le pays à Capel. Vaccine bondé, on allait, c'est nous le rêver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de suivre notre émission Nous qu'apprenons en main. Chaque dimanche, nous nous retrouvons pour discuter de thèmes avec des invités, mais aujourd'hui, ce sera une édition spéciale dans la mesure où je vais m'adresser à vous en tant que responsable aux affaires extérieures du CNCP, Conseil national des communautés populaires de Martinique. Le CNCP a estimé important, dans le contexte actuel, de donner son point de vue sur les questions internationales et les conséquences que ces situations-là peuvent avoir dans notre pays, les exigences que cela entraîne pour ceux qui défendent le peuple martiniquais. Donc, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil général sur la situation internationale, sur la situation nationale et sur les directives proposées par le CNCP. Donc, merci d'écouter, parce que nous considérons que beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance du moment dans lequel nous nous trouvons. Il ne s'agit pas d'incriminer l'opinion, le public, pour la bonne raison que si ce public-là n'a pas les informations sur l'état réel de la situation, si au contraire on le berce d'illusions, on détourne son intention vers des choses superficielles et trompeuses, il ne peut pas réaliser, il ne peut pas se mobiliser. Or, il est clair, nous le répétons depuis des mois et des mois, que des risques de catastrophes majeures planent sur l'ensemble du monde et en particulier sur notre pays, une île de 1100 km², la Martinique. Ce sont des catastrophes de différents styles, avec différentes causes, mais qui toutes ont pour effet de mettre en danger la planète elle-même, mais l'humanité également. Donc, ces catastrophes, nous les avons listées, les 5 principales, et nous le répétons systématiquement. Et ce serait intéressant que chacun essaie de suivre l'évolution de la situation sur ces 5 points-là. Premièrement, c'est les conséquences du dérèglement climatique. Nous n'allons pas épiloguer longuement dessus, puisque tout le monde en est conscient. On en parle du réchauffement de l'atmosphère, de la montée des eaux, de l'érosion des côtes, des incidences sur l'agriculture que peuvent avoir une succession de sécheresses et d'inondations. Donc, on le sait. On est plus motivé quand ça concerne notre commune, notre quartier. Quand c'est un pays étranger, on regarde ça comme spectateur avec de la compassion, mais sans joindre cela à nos propres problèmes et sans surtout essayer de tirer des leçons de ces catastrophes provoquées par le dérèglement climatique. Mais ce point-là, il sensibilise malgré tout beaucoup de gens
nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui sur cet aspect. La deuxième préoccupation qui est beaucoup plus prégnante, c'est celle de la guerre mondiale qui a déjà commencé. Souvent, nous le répétons, que nous parlons de la guerre en Ukraine, que nous voyons ce qui se passe en Iran, comme dans un film, en comptant les coups, en cherchant des responsables à condamner, mais nous ne sentons pas que nous sommes intégralement partie prenante du conflit mondial qui a déjà commencé, que les conséquences se font déjà sentir chez nous, que ça ira en simplifiant. Et c'est ce point-là, tout particulièrement, que nous voulons mettre en évidence aujourd'hui dans cette analyse de la situation internationale. Quand on parle de la guerre en Ukraine, ce qui est dans l'opinion, c'est qu'un État agresseur, dirigé par un méchant dictateur, M. Poutine, a agressé un pauvre pays qui ne demande qu'à vivre en paix. Et il fait des atrocités, et donc le devoir, c'est d'aider l'Ukraine à résister. Mais on est à milieu de la réalité de ce conflit-là. Il n'y a pas de guerre de la Russie contre le peuple ukrainien qui se déroule, il y a une guerre préméditée, préparée de l'OTAN, l'organisation du traité d'Atlantique Nord, qui regroupe les Occidentaux globalement, qui sont opposés à la Russie, qui est un ennemi, comment dirais-je, fondamental qu'il faut abattre pour que leur stratégie de préparation de la guerre contre la Chine puisse avancer. Un ennemi existentiel, voilà le mot que je cherchais. Alors oui, c'est vrai que nous en avons entendu parler au moment où la Russie déclenche une opération qu'elle a appelée opération spéciale et qui permet aux Occidentaux de dire, vous voyez, c'est les agresseurs. Mais cette guerre entre l'OTAN et la Russie avait commencé bien avant. Parce qu'en Ukraine même, c'est l'Occident qui a contribué à installer l'extrême droite et Zelensky de façon à pouvoir attaquer la Russie. Leur plan était de faire l'Ukraine entrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et à partir de ce moment-là, de faire une quelconque provocation qui permettrait que toutes les forces militaires de l'OTAN soient en guerre contre la Russie. C'était le plan. Maintenant, en 2014, où les affrontements ont commencé, sous l'égide du gouvernement ukrainien qui persécutait, il faut le dire, qui persécutait les Ukrainiens russophones, donc qui parlent russe et qui sont attachés à leur passé dans l'Union soviétique, donc disons russophiles aussi. Persécution ratonnable, incendie de locaux syndicalistes, destruction de livres écrits en russe. C'était ça avant 2014. Et tout cela mené par un gouvernement que tout le monde sait lié à la mafia, au narcotrafic. L'Ukraine, c'était l'un des principaux pays fournisseurs de prostitution dans le sud de la France. Les détournements financiers, c'était la monnaie courante. Tellement que, depuis que le conflit est connu contre la Russie, et que Macron, Merkel et tout ça envoient des milliards, soi-disant pour aider l'Ukraine, il y a déjà eu 7 procès contre des hauts dirigeants proches de Zelensky qui détournaient des milliards. Cela, vous pouvez aller le vérifier sur des moteurs de recherche, y compris occidentaux. Et en Ukraine, oui ou non, y a-t-il
des détournements de fonds, des scandales financiers, etc. Donc c'est ça, ce gouvernement-là, qui agresse les Ukrainiens russophones. Quand en 2014, les affrontements commencent, réalisant qu'ils ne sont pas prêts, que les Ukrainiens ne sont pas prêts à affronter la Russie, des accords sont signés sous l'égide de l'Europe pour dire on arrête les frais, on va tenir, etc. Des engagements sont pris. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Nous n'allons pas mettre de fusées de l'OTAN à la frontière russe. Des accords sont signés. Sauf que le gouvernement ukrainien de M. Zelensky et ses comparses ne respectent pas ces accords. Et François Hollande, ancien président français, reconnaît que les accords avaient été signés pour donner le temps à l'Ukraine de se préparer. Dire que la Russie est dans son bon droit quand elle défend ses intérêts stratégiques, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ni avec la politique de Poutine, ni avec l'impérialisme russe, etc. C'est dire qu'en droit international, c'est justifié que chaque pays prépare sa stratégie pour se défendre. Et c'est pour empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et dans l'Union européenne et puisse installer des missiles à la frontière russe que le gouvernement russe déclenche cette guerre. Donc il n'y a pas de guerre de petit peuple ukrainien qui est agressé par des gens venus d'où? Il y a une stratégie de guerre mondiale qui se développe et je vais tout de suite préciser cela parce que si l'Ukraine était tellement petit pays envahi, dangereux, comment comprendre que l'Ukraine intervient en Afrique aux côtés de terroristes pour renverser les gouvernements du Niger, de Burkina Faso et du Mali? C'est avéré. Il est avéré que, militairement, en matière de renseignement, l'Ukraine intervient en Afrique. Il s'agit bien d'une guerre mondiale. Là, nous avons parlé de l'Ukraine. Que se passe-t-il concernant la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran? L'Iran, c'est un pays dont on ne soutient pas le gouvernement, par le régime d'Ebola qu'il est utilisé pour les désigner, qui ne respecte pas le droit des femmes, qui ne respecte pas les Kurdes iraniens, etc. Oui, c'est un pays qui n'est absolument pas un pays progressiste. Mais l'Iran, c'est surtout, pour parler de cette guerre-là, un pays qui gêne la domination de l'impérialisme occidental et d'Israël dans la région. Et c'est la seule raison qui fait que Israël et les États-Unis déclenchent une guerre illégale contre l'Iran, au prétexte qu'il faut l'empêcher d'avoir des armes nucléaires. Mais les journalistes du système ne vont pas expliquer à l'opinion qu'il y avait des accords qui avaient été signés sous l'égide internationale où l'Iran s'était engagé à ne produire de l'uranium enrichi qu'au niveau où ça permettait aux centrales électriques de fonctionner sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui venait, qui faisait des rapports et qui disait oui, l'Iran respecte ces engagements-là. Jusqu'à un moment où les États-Unis disent je me retire de l'accord. Parce qu'ils avaient besoin de préparer le prétexte de la guerre. L'Iran n'a pas dérespecté son droit et les accords qu'il avait signés et il ne faisait qu'appliquer son droit à se doter comme
tous les autres pays de centrales électriques nucléaires. Il y a de nombreux autres pays qui possèdent la bombe nucléaire. L'Inde et le Pakistan possèdent la bombe nucléaire. Qui les a aidés à maîtriser la technologie jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'arme nucléaire? Ce sont précisément les Occidentaux qui disent que l'Iran ne doit pas avoir. C'est eux qui ont permis, parce qu'à ce moment-là, le Pakistan était bien allié aux États-Unis. Mais il y a surtout Israël, un État voyou, génocidaire, barbare, qui ne respecte aucune résolution de l'ONU, qui possède des ogives nucléaires, grâce notamment à la France, qui les a aidés à posséder la technologie. Donc, quand les États-Unis sortent de l'accord signé et qu'ils prennent ce prétexte-là pour faire une guerre, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la liberté des Iraniens, l'aide au peuple, aux opposés, etc. Ça va de le développement de la guerre mondiale qu'ils préparent. On est parti en Ukraine. Pour l'instant, ça ne marche pas trop. La Russie a bien résisté. Il faut qu'on bloque l'Iran, qui est une puissance régionale importante, qui a des alliés au Liban, qui a des alliés en Palestine, etc. Il faut qu'on le bloque. Parce que si l'Iran est bien structuré et solide, on ne pourra pas attaquer la Chine. Le but ultime de la guerre mondiale qui a commencé, c'est d'attaquer la Chine. Parce que les Occidentaux ne vont jamais accepter que la Chine soit devenue la première puissance commerciale, technologique, et arriver à s'armer, par exemple sur le plan naval, aussi bien que les États-Unis. Ils ne vont jamais accepter de couler. Ils ne vont pas accepter ça. Toutes les guerres mondiales, et d'une façon générale, toutes les guerres qui se sont faites dans l'humanité, ont des raisons économiques. La puissance qui bénéficie du monde ne veut pas avoir de concurrent, il faut faire la guerre pour l'empêcher de monter. Et c'est le but, c'est la Chine. Donc on revient à l'Iran. Israël avait été créé de toutes pièces. Il faut le rappeler. Israël a été créé de toutes pièces par les Occidentaux, avec l'aval de l'Union soviétique qui à l'époque était dans le camp adverse, pour pouvoir régler le problème du Proche-Orient, de l'accès aux ressources. Il y a eu un véritable partage entre les deux blocs. Les Soviétiques avaient leur zone d'influence et pour pouvoir se développer, ils ont accepté que l'Occident ait leur zone d'influence. Même si les guerres, on parlait de la guerre froide, même si les guerres se faisaient par personnes interposées, imbattables, mais il y a un accord tacite. On n'est pas là à juger de morale. L'Union soviétique, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez le coup qu'elle avait subi en matière humaine, le blocus de tous les autres pays capitalistes, a choisi cet accord pour pouvoir se consolider et l'Union soviétique est devenue une puissance nucléaire. Mais n'empêche que dans le cadre de cet accord-là, les Occidentaux avaient libre cours dans la zone du Proche et du Moyen-Orient. Israël, je dis, a été créé de toutes pièces pour être le chien de garde des intérêts des impérialistes occidentaux. On s'est appuyé sur une idéologie raciste, une déformation de la religion, soi-disant que Dieu aurait donné à ce peuple-là le droit de prendre tout ce qui est autour. Ben, vous pensez bien que ça ne peut pas être une décision de Dieu. J'autorise un peuple dit élu à tuer tous ceux qui sont là et à prendre la place. Quel religieux, quel chrétien, quel juif sérieux peut croire à une telle... Non, ça a été une propagande faite pour justifier que les Arabes acceptent la création de foyers
juifs pour recueillir ces malheureux peuples qui avaient subi l'Holocauste. Mais derrière ça, il y avait le soutien financier, militaire, diplomatique des Occidentaux qui armaient ce chien de garde-là pour attaquer. Mais ceux qu'il a mis en place dès le départ, ce sont ce qu'on appelle des sionistes. Ce n'est pas des juifs, hein. C'est des sionistes. Des gens qui disent, nous avons le droit de créer le grand Israël, c'est à nous. C'est Dieu qui nous a mis là. Donc, jusqu'au fleuve du Jourdain, on prend tout ça et puis on tue tout ce qui est là, qui nous empêche. Avec le soutien militaire et diplomatique des Occidentaux. Les sionistes, c'est des illuminés, des criminels, tout ce qu'on veut, mais les Occidentaux le savent et ils utilisent les sionistes pour pouvoir contrôler les ressources pétrolières, gazières de la région et empêcher que le monde arabe ne s'unisse, empêcher que l'Afrique ne décolle et pouvoir continuer à exercer leur hégémonie dans le monde. C'est ce qui se passe là. Donc, il y a une guerre illégale faite par des prédateurs et Israël profite de l'aide américaine qui veut neutraliser l'Iran pour pouvoir réaliser son grand Israël. Des colonies sont installées illégalement en Cisjordanie. Les colons massacrent, tuent, violent, incendient les biens palestiniens. Est-ce que l'opinion a dans son idée une telle haine contre ces gens-là que ce qu'il dit contre le dictateur cubain Castro, le dictateur cubain, le dictateur Chavez? Non, c'est de la manipulation mentale. Mais les gens sont manipulés pendant que l'offensive militaire internationale des Occidentaux se développe, sauf qu'il y a résistance. On va en reparler après. Donc c'est ça qui se passe. Vous avez bien compris que tout cela n'empêche pas que les forces rivales deviennent de plus en plus puissantes. Il y a un bloc qui s'est fait en face, qui s'appelle les BRICS, avec des gens qui ont des moyens économiques, financiers, qui font que le dollar qui permettait, je vais parler dans l'économie de ça tout à l'heure, qui permettait aux USA d'imposer leur dictature sur le monde entier, ben, ils ne peuvent plus l'utiliser. Donc, ils se préparent à une conflagration générale, quitte à utiliser la bombe nucléaire dans le but d'empêcher aux ennemis de prospérer. D'autant plus que ce ne sont plus les Chinois, les Brésiliens seulement qui les inquiètent, c'est surtout la résistance des peuples africains qui sont arrivés à chasser les bases militaires françaises, à construire un bloc qui s'appelle AES et qui est en train de récupérer la souveraineté, le contrôle des matières premières, les narratifs à travers les médias, etc. Donc, ils sont acculés, ils vont aller. Ce développement de la guerre aura comme conséquence ce que nous voyons déjà, pénurie, augmentation du prix de l'essence, puisque le détroit d'Ormuz, vous commencez à connaître le nom, est contrôlé par les Iraniens et c'est là que 20% du commerce mondial de l'énergie passe. Donc, les conséquences viendront directement sur la Martinique. Et j'insiste, Martiniquais, j'insiste sur ce fait. Le pays Martinique, c'est un pion stratégique dans la politique de la France et de l'Europe. La région Caraïbe, c'est une zone stratégique dans cette guerre-là que prépare l'Occident contre les peuples du monde. Nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois, pendant la guerre que les Anglais menaient contre l'Argentine dans les Malouines, les renseignements français, le point de logistique Guadeloupe-Martinique a été utilisé. Pendant l'invasion de Grenade
par les États-Unis, nos pays ont été utilisés comme relais. Et ce sera d'autant plus important pour les Français, les Européens et les Américains de contrôler la Caraïbe, vu les difficultés qu'il y a en Ukraine, vu la résistance en Iran. Donc il faut consolider le front où l'Occident est encore le plus hégémonique. C'est pour ça qu'on va prendre le chef d'État de façon mafieuse au Venezuela. C'est pour ça qu'on essaie d'asphyxier Cuba avec des moyens tout à fait illégaux. Et c'est pour ça également que Trump commence à manipuler dans la région avec ceux qu'il pourrait contrôler en tant qu'États-Unis. Quand ils attaquent le Groenland, il décide qu'il va soutenir les Inuits contre le gouvernement central du Danemark. Quand il attaque le Canada, il commence à soutenir des opposants acadiens pour déstabiliser le Canada. Et comme il est allié avec l'Azerbaïdjan, ils ont des accords militaires et de renseignement, on va essayer d'utiliser ces filières-là pour noyauter le mouvement indépendantiste martiniquais de façon à ce que petit à petit, la région devienne sous le contrôle des États-Unis. C'est pour cela que nous ne sommes absolument pas à l'abri de la guerre. Nous avons un aérodrome international, nous avons un port. Si la guerre arrive ici, évidemment, ce sont des cibles militaires. Mais il y a autre chose, c'est que notre population est embrigadée. Chers Martiniquais et Martiniquaises, le RSMA, régiment militaire, a organisé des ateliers avec l'accord du maire de Sainte-Anne dans une école primaire. Conditionnement. Les publicités qu'on voit, aller défendre la démocratie, la liberté, ouais, jeunes, promotion des nouveaux. Nos enfants, manipulés, conditionnés, iront servir de chair à canon, comme les tirailleurs sénégalais, mais avec des moyens différents. Donc nous sommes concernés. Ce n'est pas l'immédiat. Et c'est là que je prends le troisième danger particulièrement important, le fascisme. Tu souhaitais poser une question? Oui, la question c'est la seule démocratie israélienne dans la région qui a voté la peine de mort pour ceux qui sont palestiniens. En fait. C'est la question que je voulais poser. Ça m'amène directement à la question du fascisme. Pour te répondre, on arrive, sauf s'il y a une autre question, non, pas pour le moment. Ça nous arrive à la troisième menace la plus fondamentale. Parce que jusqu'alors, il y avait des lois internationales obtenues par les luttes populaires, syndicales, les mouvements de décolonisation qui géraient le monde, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi on était arrivé à avoir des lois qui régulaient un peu les situations internationales? C'est grâce au mouvement d'indépendance qui était parvenu à s'imposer au sein de l'ONU, centaines de pays devenus indépendants, et puis grâce au fait qu'il y avait le camp de l'Est avec l'Union soviétique à la tête. Dans le cadre du partage dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait rapport de force, l'Union soviétique a des bombes nucléaires, autant que les États-Unis. Donc, on était arrivé à obtenir, dans le cadre de la coexistence pacifique, un certain nombre de régulations. Les motions qui étaient votées n'étaient pas respectées. Parce qu'en bas, il y avait des manœuvres de la subversion orchestrée, on utilisait des pseudo-rebelles, etc., où on empêchait par le droit de veto de condamner Israël, mais il y avait quand même un droit. Or, depuis la chute du mur de Berlin, qui
séparait les deux camps, le camp soviétique et le camp occidental. Les États-Unis, les Occidentaux, se sont considérés comme maîtres d'un monde unipolaire. Donc, pendant les premières années de 80 à 90, 80, même 2000, disons, il y avait un semblant de respect des réglementations internationales, et puis on agissait, on soumet la CIA, fait 70 coups d'État, etc. Mais 60 ans, puissance unipolaire, ayant fait un travail idéologique pour faire les peuples haïr le communisme, l'idéologie, etc., eh bien, ils se sont enhardis et ils ont commencé à mettre les bases pour saper le droit international. La guerre préventive. J'ai l'impression que ce monsieur-là peut faire, je dis ça, donc j'ai le droit de faire une guerre préventive. Les Occidentaux l'ont accepté. La guerre humanitaire. Je pense aux criminels Kouchner et Kouchner. Ah, comme ce gouvernement-là fait des méchancetés à son peuple, hein, c'est une cause humanitaire, j'ai le droit d'aller défendre le peuple et de le tuer. Les gens ont accepté. C'était des ballons d'essai. Et puis on est arrivé à une phase où on n'a pas de prétexte. M. Trump dit, je vais prendre un président. Je prends le canal de Panama. Je fais ceci. Et puis tous les chiens couchants, il faut le dire, les chiens couchants occidentaux qui dépendaient d'eux, même si aujourd'hui ils commencent à dire, oh, nous qui pouvons faire ça, obéissent. On a saboté le droit international. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on est allé prendre nos Yéga au Panama, c'est ça, on est dans une... On bafoue le droit. Chers Martiniquais, Martiniquaises, public qui nous regardait à l'extérieur, imaginez qu'aujourd'hui, l'épouse d'un dictateur qui s'appelle Donald Trump, qui est mêlé dans le scandale Epstein, je parle de Melania Trump, est désignée pour présider une réunion de l'ONU. Vous voyez où on est arrivé? À quel titre? Quelle réglementation? Quel supposé idéologique permet que Melania Trump dirige une réunion de l'ONU? Donc, il n'y a plus de réglementation. On fait ce qu'on veut. Alors, je disais que tout à l'heure, les gens commencent les Occidentaux commencent à dire que, bon, le fascisme de Trump nous concerne aussi, parce que Trump met des droits de douane sur nous, il refuse d'obéir à ses obligations, il insulte tout le monde, et il commence à dire, mais toutes nos armes sont contrôlées par les Américains. Il y a des puces, etc. Donc, il faut commencer à penser à notre souveraineté. Mais on est déjà dans l'ère du fascisme. On est dans l'ère du fascisme parce que les nouvelles technologies de communication et d'information, qui sont le fruit de recherche militaire, permettent à ce clan occidental de contrôler tous les êtres humains, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, l'heure à laquelle ils font une action ou une autre. Ils peuvent agir comme Israël en piégeant des beepers pour tuer des dirigeants partout où ils sont dans le monde. Ils peuvent s'espionner entre eux, Israël qui espionne tous ses autres alliés avec le logiciel Pegasus, oui c'est ça. On est déjà dans l'ère du fascisme. Et puis dans les législations, on enlève tout ce qui est progressiste pour mettre ce qui est dictature fasciste. On n'a plus le droit de manifester pour soutenir le peuple palestinien génocidé. On est antisémite et on doit aller en prison. Les sites, les réseaux sociaux qui dénoncent les crimes des impérialistes, c'est fermé. On ne peut aller nulle part. Donc on est vraiment dans l'ère du fascisme. La démocratie disparaît, les caricatures d'élections, ça c'est du fascisme. Quand il y a des élections législatives en France, qu'un parti arrive en tête et que l'usage veut qu'on nomme le Premier ministre,
membre de ce parti-là, que Macron dit non, je mets ce que je veux et je continue à faire la politique que les gens ont rejeté par les élections. C'est de la démocratie, ça? Ou bien c'est du fascisme? Du fascisme soft, mais c'est du fascisme qui prépare le fascisme dur. Donc, c'est cette question-là qui est posée à travers le fascisme. Nous avons dit guerre, nous avons dit fascisme, et là, on a parlé des règlements climatiques rapidement, et là, il faut parler de la crise économique. On a suggéré ça quand on parle des effets de la guerre. Mais ça va plus loin. Mais, chers personnes qui nous suivez, quand vous regardez les propagandes qui disent hey, devenez auto-entrepreneur, devenez chef d'entreprise, devenez votre patron, etc., vous allez faire fortune. Ça brûle des centaines et des centaines de nos jeunes qui croient au Père Noël, qui ne se rendent pas compte qu'ils n'auront pas de protection sociale et que les exonérations qu'ils ont les 4 premières années vont vite disparaître, ils seront écrasés par les impôts, et puis qu'ils ne pourront pas faire tourner leur entreprise parce que tous les intrants sont démentiellement chers, etc. Donc, on est dans le rêve auto-entrepreneur. Quand le clair des candidats viennent aux élections municipales, oui, je vais dynamiser le centre-bourg, je vais ceci, je vais faire cela. On est dans l'opportunisme politicien. Parce que l'économie, ce n'est plus ça, l'économie est mondialisée, c'est les multinationales qui décident de tout, qui fixent le prix de tout, qui se retirent quand elles n'ont pas assez d'intérêt. Quand le pétrole monte parce qu'il y a quelque chose à dire, c'est pas une addition, bon, j'ai acheté tant de pétrole, et puis pour que mon bénéfice reste pareil, je vais mettre 4 centimes de plus à la pompe. C'est pas comme ça que ça marche. Les compagnies pétrolières ont des actions, elles contrôlent. Elles disent, bon, la situation n'est pas bien, on retire nos capitaux. La situation est bien, on investit. On bouge par là. C'est la spéculation qui règne et c'est la recherche du super profit. Pendant que nous parlons de la hausse à la pompe, Total, les 3 dernières années, allez regarder les super profits. 14, 15, 18 milliards d'euros. Et puis, quand il y a la guerre, on va arriver à 21 milliards. Non pas parce que elles ont perdu de l'argent, il faut qu'elles tiennent l'équilibre. C'est parce qu'elles profitent de la guerre pour pouvoir faire de l'argent. Donc, l'économie, c'est ça. Pendant la crise du Covid, c'est là qu'on a appris que s'il n'y a pas d'huile dans les rayons des supermarchés, c'est parce que l'huile venait d'Ukraine. Vous vous rendez compte? Personne ne savait ça avant. Pourquoi doit-on vivre dans un pays qui ne peut importer qu'à travers l'Europe, l'Ukraine, etc., alors qu'il y a des possibilités de faire des entreprises qui fabriquent de l'huile, y compris de l'huile de coco, sur place, etc., ou d'acheter tout près de chez nous. Donc, le système est organisé pour que les multinationales contrôlent tout. Leur but, c'est de faire du profit et de maintenir le maximum de pouvoir de tous les pays où ils sont. Si ce n'est pas ça, ils se tirent. Donc, on aura cette conséquence-là sur l'approvisionnement de ce dont nous avons besoin. Hein? Mais il y a une autre chose également, au-delà de ce qu'on peut recevoir. Il y a la question de la monnaie. Que pour pouvoir acheter, pour consommer, il faut avoir de l'argent. Or, à l'heure actuelle, les gouvernements prennent tout ce qu'il y a comme bénéfice dans les poches des malheureux pour maintenir les... On sera de plus en plus pauvres, il y a une paupérisation. Mais on ne pourra pas se soigner, parce que, économiquement, les réponses aux dépenses de guerre consistent à dire il faut faire des sacrifices,
il faut demander des sacrifices aux retraités. Ça veut dire que nous ne sommes pas soignés. On va licencier des enseignants, manque de formation et d'éducation pour notre jeunesse. On va licencier, fermer des lits d'hôpitaux. On ne pourra pas soigner nos aînés. C'est ça l'économie. C'est ça la crise économique qui est inéluctable. Quand on a pris conscience de ça, on prend conscience de la 5e menace la plus grave qui pèse sur nous. C'est le fait que toutes ces angoisses-là, toutes ces misères-là, toute cette absence d'éducation a pour résultat que les gens, ils ne peuvent pas vivre, ils sont débiellés, ils sont stressés, ils sont enragés. C'est humain. Quand vous êtes dans un milieu comme ça, vous n'avez pas d'espoir. Alors, soit vous vous suicidez, soit vous allez dans des sectes qui vous couillonnent encore, qui prennent le si peu qu'il vous reste, qui vous fait devenir esclave sexuel, etc. Ou bien soit vous disjonctez. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont dire non, il faut résister. Mais le drame, c'est que pour résister, il faut contrôler l'information, il faut avoir des lieux où on discute, où on s'entraide, ce que les Occidentaux détruisent. Voilà nos 5 menaces. Voilà nos 5 menaces. Alors, je vais faire une petite pause musicale si la technique est prête, avant de passer à ce qui nous concerne particulièrement en Martinique. Bon, eh bien, on va continuer. Bon, allez, on va continuer sans pause musicale à parler de la Martinique, parce que là, c'est situation internationale, tout ce qui pèse sur nous. Mais en Martinique, nous subissons une double peine, parce que nous sommes une colonie qui dépend de la France et maintenant de l'Europe. Et que les intérêts des gouvernements français et des Européens sont contradictoires avec les nôtres. Le gouvernement français, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que j'ai une colonie que je dirige, je trompais les gens en leur disant si vous prenez l'indépendance, il n'y aura pas de sécurité sociale, il n'y aura pas de retraite, vous ne pourrez pas manger, etc. C'était le langage qui faisait que les gens, même quand ils savaient qu'ils n'étaient pas français, qu'il y avait des injustices, ils étaient anti-indépendantistes pour survivre. Non, je pense qu'il est un peu tard pour la musique, je continue. Hein? Et donc, le gouvernement français se rend compte que tout ce narratif-là, ben, ça compte plus parce que les gens voient que tout le bagaille cher, il y a piger, il y a tirer les retraites, on élimine les retraites, on élimine la sécurité sociale, ils ne peuvent pas se soigner. Donc tout ce qui faisait l'objet d'un chantage au langage, ben, c'est le gouvernement français même qui en est. Et les gens se disent, bon, les indépendantistes avaient donc raison. La France n'est pas là pour nos intérêts. D'autant plus qu'on a découvert le fameux scandale de l'empoisonnement aux pesticides de 92% de notre population et que l'État refuse d'assumer ses responsabilités avec la casse béquée. Donc, le gouvernement français est conscient de cela. Il va mettre en place une politique pour éliminer le peuple martiniquais. Tous ceux qui suivent commencent à connaître que ça en Martinique, mais les gens qui suivent à l'étranger, puisque notre émission passe dans beaucoup de pays francophones, le plan français est le suivant. 1. Génocide par substitution. Ça veut dire que la lettre que Mesmer avait faite en 1973 pour dire « Fais français rentrer là pour empêcher que les Kanaks n'accèdent à l'indépendance », elle est mise en pratique massivement. Vous savez comment vous luttez pour avoir une mutation de vos parents qui vivent en France. Vous savez que quand vous avez réussi un examen pour enseigner, on vous oblige à partir en France. Le gouvernement français a des institutions. Il y a des sociétés qui sont créées en France avec des affiches dans le métro parisien. Si vous voulez aller
travailler aux Antilles, Guadeloupe, contactez-nous, on va vous aider. Vous avez des aides qui sont données à des Français pour venir s'installer. Des sociétés qui, avant qu'ils ne viennent, cherchent logement, inscription à la crèche, inscription à l'école, emploi, pour dire aller sous les cocotiers dans un pays où nous avons 30% de jeunes au chômage. C'est une politique décidée. Ça s'appelle le génocide par substitution. Et ces gens-là, quand ils arrivent, on les place au haut de l'échelle. Nous savons que c'est déjà la réalité. C'est des Français qui sont à la tête de toutes les institutions pour décider, avec quelques alibis de locaux. Eh bien, vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme, qu'on place directeur, on a les noms, hein. Directeur de gens qui ont bac plus sec, avec des salaires et logements de fonction. Génocide par substitution. Vous avez des recherches qui sont faites sur tous les terrains disponibles pour qu'on puisse les vendre à des Français. Il y a des agences de notaires en France qui disent voilà les terrains disponibles en Martinique. Allez. Génocide par substitution. Et vous avez des organisations de gauche, comme certains syndicats de l'éducation, qui distribuent des formulaires aux enseignants de France qui font des demandes de poste pour dire vous pouvez avoir plus de points, allez. Ça, c'est notre réalité. Alors, évidemment, quand les gens n'ont pas conscience de ce qu'est le colonialisme, c'est utilisé par des racistes pour maintenir la domination. Vous avez ce qui s'appelle expatrié. Alors, laissez un nègre des choses, c'est un immigré. Mais laissez un blanc à venir dans un pays, c'est un expatrié. Raciste, vous avez entendu parler de ce petit chrétien raciste qui a craché sur un élu et qui l'a appelé sale nègre. Mais ce n'est pas le seul. Il y a une culture du suprémacisme blanc qui est associée au génocide par substitution. Donc, premier problème. Deuxième problème, il faut empêcher toutes sortes d'économies populaires et endogènes. On prend prétexte sur des normes européennes, évidemment inadaptées, pour interdire d'avoir un animal domestique, pour interdire de vendre du jus par là, etc. C'est-à-dire qu'il faut, par tous les moyens, empêcher que le Martiniquais ne produise. Vous voyez bien que ça ne marche pas parce que plus on fait ça, plus les gens vont travailler. Et on aura besoin de ça. Mais tuer l'économie endogène. Troisième élément, le plus grave, déstructurer le fonctionnement économique et social. Vous habitez un petit quartier de Bezourdin, à Sainte-Marie, vous avez 85 ans, vous avez besoin de renseignements à EDF, de renseignements à la mutuelle, etc. Il vous faut avoir une application, un code, etc. Tous les bureaux de proximité sont fermés. Vous devez passer par un téléphone pour vous entendre dire nos services sont occupés, il n'y a pas de conseiller disponible. Et puis quand vous ne pouvez pas remplir, vous avez perdu vos droits. Quand vous allez vous spécifier, on vous dit vous avez laissé passer le délai. Ce n'est pas un dysfonctionnement administratif, c'est une politique pour déstructurer l'administration martiniquaise et empêcher au peuple martiniquais d'avoir ses droits. Il faut qu'on soit conscient de ça pour savoir quelles revendications faire et comment lutter. Et enfin, la militarisation. Vous vous souvenez, la campagne qui avait été faite lorsque les règlements de compte entre dealers a commencé, qu'il y a eu 2 ou 3 jeunes abattus il y a quelques années de ça. Tous les médias. Visite d'un ministre. Oui, la France va protéger ses citoyens. Nous allons envoyer 2 escadrons mobiles, manger à l'hôtel, se baigner à la mer et repartir en tournant comme ça pour assurer la sécurité. Nous allons renforcer les gendarmeries partout, etc.
mes chers compatriotes, tirons un bilan ensemble. Depuis là, est-ce qu'il y a eu moins ou plus de règlements de compte? Dans combien de cas, les escadrons mobiles et les gendarmeries nous ont aidés à protéger la vie des concitoyens? Par contre, les escadrons mobiles les gendarmes ont été très actifs pour se mobiliser quand des militants allaient manifester contre un scandale foncier ou autre. La militarisation de l'île n'a aucune vocation à protéger la population. Elle est là pour préparer l'écrasement de révoltes, pour déstructurer toute possibilité de résister. Voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés. Quand on a fait ce tableau-là, tout à l'heure, je vais dire qu'il y a des choses beaucoup plus belles sur lesquelles on peut s'appuyer, mais c'est pour qu'on prenne conscience du plan de l'impérialisme et qui s'intègre à la question de la guerre mondiale qui fait qu'ils vont à tout prix nous écraser, qu'ils voudront à tout prix nous écraser. C'est ça dont nous devons prendre conscience pour nous poser la question. Que faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à des partis politiques, des organisations politiques qui disent nous allons voir avec la France s'ils peuvent adapter la loi. Il faudrait une loi d'orientation. Il faudrait, comment ils disent là, aligner les prix sur les prix en France. Il faudrait garantir la continuité territoriale, etc. Franchement, y a-t-il un être sensé, honnête, qui puisse croire qu'après des siècles de domination coloniale, nous devrions faire encore confiance au gouvernement français qui massacre le peuple kanak, truque les élections, qui vole l'île de Mayotte? Que faire? Ce n'est certainement pas faire confiance au colonialisme français. Alors oui, il faut aller au Parlement pour dénoncer, oui, il faut faire des choses, etc. Mais il faut faire autre chose, à savoir préparer la résistance, préparer la rupture, préparer de véritables relations avec la Caraïbe. Nous ne pouvons pas faire ça. Et pourquoi? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire cela? Et c'est là que j'arrive à la partie résistance, si on veut. Il est possible de résister, de chasser le colonialisme français, à condition d'avoir une stratégie. Le monde est fait pour ça. Aujourd'hui, les États-Unis vont tomber. L'Europe va tomber économiquement. L'Afrique se réveille. Tu as envie de poser une question? Non? Tu as secoué ton micro. Donc, et les forces populaires se réveillent. Mais restons en Martinique. Tout ça dont nous avons dit là, dont nous avons parlé au début, regardons derrière aussi, qu'est-ce que le peuple martiniquais a fait depuis 2009, depuis la crise Covid. Martiniquais en travail. Quelques communes que vous puissiez visiter, vous allez voir des jeunes qui ont commencé à faire de l'agriculture, des artisans qui ont commencé à faire des produits locaux, des jeunes diplômés qui font des essences médicales. C'est mon entrée en travail. Pour beaucoup, c'est individuel, c'est une réponse individuelle, mais ça prouve que nous pouvons, ça prouve notre richesse. Et puis, il y a beaucoup de municipalités, il y a des gens arriérés qui disent tout est lu, regardez le nombre de municipalités qui organisent des marchés agricoles. Regardez la foire de Rivière-Pilote, ce week-end-là, c'était cette Paris. Vous voyez la richesse. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est des mêmes Martiniquaises qui font tout ça. Qui nous montrent tout ce dont nous avons besoin là. On n'a pas besoin de raisins, de pommes et de poires qui ont des conservateurs qui nous donnent des cancers,
qui nous viennent de Patagonie, en fait de France. Avec les téflons. Avec les téflons, nous avons de quoi manger sainement ici. Et de plus en plus, il y a de gens qui s'engagent dans le bio. Donc, nous avons des possibilités de le faire. Nous avons des jeunes qui ont un niveau intellectuel top, qui vont travailler au Qatar, en Chine, et qui ont envie de revenir. Il y en a qui disent, je veux revenir dans mon pays. Mais pour revenir, il faut qu'il y ait des structures d'accueil, il faut qu'il y ait des réseaux. Donc, la possibilité théorique est là. Deuxième chose, et j'allais dire avant de laisser ce... J'ai parlé des hôpitaux, etc. Si nous voulons assurer la santé de nos grands-pères, de nos grands-mères, de nos frères qui ont fait un AVC, sur qui comptons-nous? Infirmières libéraux qui sont obligés de laisser leur travail à force qu'on les assassine avec des impôts. Nous avons tout, la santé, l'éducation, tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore mis ça dans une dynamique de résistance? Il nous manque la cohésion nationale, l'esprit. Que nous luttions contre le syndrome de Lynch qui nous divise, contre les pratiques, que nous surmontions le stress qui nous fait qu'on n'arrive plus à parler, que nous luttions contre les lignes politiques opportunistes de petits bourgeois qui attisent les divisions. Votez-moi, même qui fait, mais c'est un cochon, une tête carrée, ben, comme ça. Pour dire, en tant que Martiniquais, nous avons des intérêts communs. Alors, il y en a qui sont assimilationnistes, qui ont fait des affaires, mais là, nous, tous ceux qui ont l'objectif de la souveraineté, comment nous organisons pour renforcer notre cohésion nationale, pour échanger, pour discuter, pour avoir des bonnes informations venant de lieux sûrs, etc. Développer la cohésion nationale. Quand on a développé la cohésion nationale, on construit un projet alternatif. Le projet alternatif, c'est sur le plan économique, mais c'est également sur le plan culturel. Et ça sous-entend qu'on s'assied pour parler, qu'on ne considère pas que l'autre c'est un nababa, c'est moi qui ai raison. Nous savons que l'idéologie bourgeoise fait que l'individualisme et l'élitisme paralysent des gens qui sont tout à fait sincères. Ils croient qu'ils vont trouver tout seuls, et qu'ils seront tout seuls capables d'affronter l'autre. Il faut la pensée collective, il faut l'organisation. Donc, il nous fait un projet discuté. Mais quand ce projet-là, comment on va faire? Pour avoir un projet discuté, il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on se rencontre entre gens qui ont le même objectif. Pas forcément dans la même organisation, pas forcément ayant les mêmes soubassements religieux ou idéologiques, mais qui veulent lutter contre les menaces dont nous avons parlé, qui veulent trouver une solution martiniquaise, qui veulent qu'on se respecte entre nous, qui regardent, il y a quelqu'un qui me disait, il n'aime pas le mot tolérance, avec bienveillance, mais avec respect, les positions des autres, mais pourquoi ils pensent ça? Qu'on arrive à s'unir pour pouvoir se rencontrer, échanger et décider de choses ensemble. Décider des choses ensemble. Vous connaissez la position du CNCP. À cet égard-là, je la rappelle. Il y a une macaquerie qui roule là depuis de trop longues années. Toute bagaille, oui, nous sommes pour l'unité. On fait un tract et puis 50 personnes signent. 50 organisations signent. Lorsque l'activité se fait, il y a 20 personnes. Parce qu'il y a des organisations fantômes qui veulent faire connaître leur nom. Ce n'est pas ça. La véritable unité, c'est quelle que soit l'organisation, les 50 qui sont là, depuis on fait un bail qui bon, nous qu'à supporter. Si nous pouvons aller, nous qu'à aller. Si nous ne pouvons pas aller, nous qu'à supporter moralement, nous ne pouvons pas aller. Donc, il nous faut arriver à accepter l'idée qu'on a un projet commun, on se réunit, ceux qui veulent se réunir le fassent, ceux qui préfèrent le faire tout seul, ils le fassent, mais que nous ayons comme doctrine que tout ce qui est bien, on le soutient. Tout ce qui est mal, on l'ignore. Et tout ce qu'on n'a pas compris, on s'évite d'aller blablater dans les médias pour dire « Ah, j'ai un petit crétin, il ne va comprendre rien, etc. » Faut respecter la position de chacun. Vous n'êtes pas un juge, vous n'êtes pas le sauveur suprême, vous
Vous n'avez pas le droit d'aller insulter, critiquer des gens qui se trompent. Ça peut être vrai, qui n'est pas la bonne méthode, ça peut être vrai, mais qui êtes-vous pour venir juger ceci, etc. Et puis vous ne faites rien. Parce que si vous faisiez quelque chose, on l'aurait su. Donc nous avons besoin de cette harmonie et cette organisation. Mais je vais dire 2 points pour terminer. Je veux insister sur le fait qu'on dise qu'il faut s'organiser, discuter ensemble, ce n'est pas simplement pour faire gentil parce qu'on est gentil, c'est une exigence de la lutte. Comment vous pouvez affronter un colonialisme? Comment vous pouvez affronter des multinationales si vous n'êtes pas structuré? Si vos seules rencontres, c'est à travers chat et puis visioconférence, on va faire une manifestation dans un mois. Il faut qu'on se rencontre et qu'on s'organise pour avoir des informations alternatives, pour se renseigner. Comme dans un quartier, vous avez des Martiniquais qui sont dans un comité populaire, qui réfléchissent. Ils connaissent tous les gens du quartier. Ils savent que monsieur qui va venir là, c'est un salopard. Donc nous ne pouvons pas parler de loin. Ils me disent, là, il y a un expatrié qui est venu là, qui habite sur le monde là. Il dit personne bonjour, c'est un raciste, etc. Ils savent ça. Tout ça, c'est en famille, on doit parler de ça. Et donc, on a besoin d'être organisé pour préparer la lutte. Ah oui, je ne veux pas être récupéré. Mais non, mais c'est le colon qui a mis ça dans ta tête. Que tu peux faire quelque chose sans être organisé. Il est organisé. Il a ses réunions. Il a ses syndicats patronaux. Mais toi, tu dis, je ne veux pas être récupéré. Alors, je suis tout seul capable d'analyser la politique, la stratégie, etc. Et puis dire, mais il n'y a qu'à péter rien au papa, ou maman. Non, on doit être organisé. Et pour construire le pays à venir, ce n'est pas les nous indépendants, les nous libres, nous avons dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait déjà des structures qui aient l'habitude de prendre des décisions, de discuter. C'est pour ça qu'il faut être organisé. Ça prépare la démocratie directe, la démocratie véritable, pour qu'on ne se retrouve pas avec un leader autoproclamé qui nous trahisse. Je vous invite à voir le film, l'excellent film dans lequel joue Marlon Brando, une insurrection dans la Caraïbe, bon, le nom m'échappe maintenant. Oh, bon, ça va me revenir. Il y a un film, en tout cas, qui montre les démêlés d'une révolution qui ne s'est pas préparée. Mais, bon, ça m'échappe. Donc, il faut être organisé. Alors, on ne force pas les gens à s'organiser. On ne dit pas aux gens, mais venez, on va voir. Il faut que les gens veillent et comprennent la nécessité de s'organiser. Mais il faut qu'ils comprennent aussi, ce n'est pas aujourd'hui à organiser qui t'ont organisé. Si ce n'est pas en organisation, définition qu'on fait, à côté on peut faire. Si on a un problème, qui m'a le peuple et puis l'ennemi, qui m'a occupé des fonds? Si on parle d'une pièce d'organisation, ça m'amuse de voir certaines personnes qui mènent une lutte et puis qui font des reproches à des militants qui sont dans toutes les manifestations depuis 50 ans. Ah, ma parole, pas là, soi-disant. Ah, et commence par être solidaire, et puis après tu auras droit à la solidarité. Je ferme la parenthèse. Donc c'était ce point sur lequel je voulais insister. Il y a urgence. Par rapport aux menaces internationales et nationales dont nous avons parlé, il y a urgence là. Même si nous ne voyons pas le feu dans la rue, l'urgence est là. Et la dernière partie que je voulais aborder, en termes de conclusion, c'est que l'être humain a cette particularité, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son sexe, quel que soit l'être humain, il obéit aux mêmes règles. Vous vous souvenez, au début, j'ai dit qu'on est dans une période de stress, où on n'arrive pas à se parler, la violence s'exprime, etc. Ce point-là, c'est peut-être le plus fondamental que nous avons sur lequel nous avons à réfléchir si nous voulons sortir.
l'être humain, donc, il agit sur les mêmes bases. S'il a des problèmes, il ne peut pas agir sereinement. S'il est fatigué, il ne peut pas agir comme quand il n'est pas fatigué. S'il connaît une situation, il ne peut pas agir de la même façon s'il ne la connaît pas. Si on lui a dit que Poutine c'est un salope, il a tué des gens, etc., il sera fâché contre Poutine, avec raison. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura raison dans ce qu'il a pensé. Il aura raison de se fâcher parce qu'il a telle information. Ce qui veut dire que la première chose que nous avons à faire, c'est de reprendre le contrôle de notre vie, de notre pensée. Je dois lutter contre ce qui m'empêche de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, et notamment je dois lutter contre l'aliénation qui fait que les médias me bombardent d'informations qui m'empêchent de réfléchir, qui me détournent vers des choses farfelues, superficielles et mensongères souvent. Donc je dois prendre et je dois admettre que j'ai des insuffisances, des faiblesses, des blocages, que je fasse des erreurs également. Je dois voir ça. Et quand j'admets ça pour moi, je dois l'admettre pour tous ceux qui sont autour de moi. Si j'accepte que je puisse me fâcher injustement, oui, puis c'est pas bien, je dois comprendre que l'autre aussi peut se fâcher injustement, qu'il ne sait pas la vérité des choses et que ça le pousse à faire des bêtises, à faire des choses contre-productives. Nous devons, dans tout ce que nous faisons, être profondément humanistes. D'abord, on parle d'égo, tout ça, savoir qui nous sommes, quelles sont nos limites. Nous imposer un travail pour nous émanciper intellectuellement, culturellement, amoureusement, c'est-à-dire pour vivre bien et non sous le régime des pulsions, des émotions, etc. Parce qu'on parle de société, on parle de classe ouvrière, de paysannerie, de peuple martiniquais, mais c'est une addition d'individus. Si les individus ne sont pas bien dans leur tête et dans leur peau, ne pensez pas que le peuple sera bien dans sa tête et sa peau, qu'il va lutter pour la souveraineté. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, mais surtout ceux qui sont autour de nous, s'humanisent, s'émancipent intellectuellement et comprennent que l'intérêt collectif, c'est ce qui est la solution définitive et la plus importante. Je terminerai sur cette idée que celui qui croit qu'il est parfait, il ne va jamais arriver. Celui qui admet qu'il doit s'amender a des chances d'arriver. Celui qui croit que seul il peut changer la réalité, il se fait des illusions. Celui qui comprend que c'est avec tout le monde qu'on peut changer une réalité dans l'intérêt de tout le monde, il a des chances d'arriver. Mais tout ça demande un travail, une remise en cause de soi, une réflexion sur son rapport avec les autres, une réflexion sur son rapport dans la famille. Ah, on a déjà vu des grands révolutionnaires indépendantistes parler de « faut que nous fassions PEP », etc. Et puis, ils ne respectent pas leur famille. Ils ne respectent pas les femmes autour d'eux, pardon. Lui, oui. On a déjà vu ça. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie et ça ne mène nulle part. Les vrais révolutionnaires, je le dis souvent, je le répète, ne se caractérisent pas par leur discours, par les idées qu'ils prétendent défendre. Ils se caractérisent par ce qu'ils font dans la réalité pour changer le monde. Je le répète, il y a des révolutionnaires très conséquents parmi des gens qui sont très religieux parce qu'ils pensent à l'être humain. Ils ne veulent pas changer le monde globalement, ils croient que c'est le paradis. D'accord. Mais ils vont voir des gens qui sont des hérités, ils vont les aider.
Ce n'est pas plus révolutionnaire que le bavard qui dit « Ouais, il faut que nous fassions la révolution » et puis qui trahit ses proches dans son organisation. Non, je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là, mais pour dire que la situation est très grave. Nous avons des atouts pour résister. Si nous ne gagnons pas tout, nous aurons donné un exemple et nos fils et filles vont continuer. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Nous allons arriver à l'humaniser, à le perfectionner. Mais ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous avez partagé ces idées que j'ai développées aujourd'hui, je pense que c'est à vous d'en tirer les leçons. Tiens, mais à partir de maintenant, quel chemin je choisis de suivre? Est-ce que je reste individuel? Est-ce que je m'organise? Est-ce que je m'amende? Est-ce que j'essaie d'amender les autres ou est-ce que je continue à faire mes cancans un jour? Chacun de nous a son destin en main. C'est pour ça que nous disons, en nous, prends la main. Prends la main en les nous, prends la main en les pays nous, prends la main en les systèmes là. Merci de votre écoute et nous vous laissons jusqu'à dimanche prochain.